8h15, c'est l'interview du dimanche. Elle est femme, elle est philosophe, elle est psychanalyste. Je la suis, je la lis depuis longtemps. En septembre, elle a publié Sigil amer chez Gallimard. Un essai passionnant, il faut le dire assez nietzschéen. Essai sur cette grogne souterraine qui peut conduire au désastre. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. De tout temps, le monde a grondé. De tout temps, il s'est révolté. Dans l'histoire récente, il y a 10 jours, les partisans de Trump au Capitole. Il y a 3 ans, les Gilets jaunes en France. Il y a 6 ans, l'Ukraine. Il y a 10 ans, le printemps arabe. 2 sujets tout à fait dans l'actualité. Ces Trumpistes dont j'ai parlé et qui remenacent à nouveau. On a vu des reportages avec des hommes et des femmes lourdement armés qui ont l'intention d'envahir à nouveau les Capitoles. Et d'autre part, les futurs vaccinés qui entendent là que le vaccin Pfizer a du retard dans la production. Le ressentiment, il est le même dans ces 2 cas de figure très précis ? Alors, il y a des invariants, il y a des pulsions ressentimistes qui peuvent être effectivement en commun. Après, heureusement, les intensités sont différentes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un grondement souterrain, profond, commun, notamment parce que la mondialisation, et encore une fois, c'est une vérité qui est posée depuis maintenant une trentaine d'années. C'est pas du militantisme, c'est une vérité. Oui, c'est une vérité, c'est-à-dire c'est un fait au sens où la pauvreté en valeur absolue baisse, donc ça c'est une conquête, et la dynamique des inégalités augmente. Donc cette dynamique des inégalités, c'est celle de la rivalité mimétique, c'est celle du positionnement, et bien évidemment c'est celle qui fait mal à... Moi je suis plus que toi. Exactement, c'est celle qui vient travailler notre tropisme égalitariste quand on parle des Français en tout cas. Vous dites en citant le référencement DSM-4 qui est la Bible des psychanalystes que parce que l'on ressent une injustice, on estime avoir le droit d'être violent. Alors le DSM-4, parce que sinon je vais me faire crucifier par les psychanalystes qui considèrent que surtout pas, c'est surtout pas la Bible, mais le DSM-5, voilà, c'est un système de référencement, en l'occurrence là c'était le 4, mais il y a le 5, etc. Puis il y a c'est comme les iPhones, ça. Il y a oui, il faudrait que ça ne soit pas totalement comme les iPhones, parce qu'il y a une explosion en même temps des pathologies. Enfin bref, c'est un grand sujet, le DSM-5. En tout cas, c'est ça. C'est quand on ressent une injustice, on se dit, tiens, j'ai le droit d'être violent. Et ça, c'est terrible. Oui, c'est terrible parce que vous avez un phénomène effectivement qui ne voit pas la différence, si vous voulez, qui attrape la souffrance comme un bloc monolithique, comme si tout était valable, alors que vous avez effectivement une réalité objective de souffrance, et puis après vous avez ce que le sujet en fait. Et ce que le sujet en fait renvoie plus ou moins à du ressentiment. Et donc là, c'est ce qui est important. Si vous voulez, le livre propose de travailler à la fois, bien évidemment, sur la question politique, et donc qu'est-ce qu'on peut fabriquer à plusieurs pour résister à cette pulsion ressentimiste, mais hélas, on ne peut pas non plus se dessaisir de qu'est-ce qu'on fait aussi seul pour résister à cette pulsion ressentimiste. Donc en fait, si vous voulez, le ressentiment, on l'attrape par un système on le met entre 2 puissances de canalisation, qui est une puissance collective et qui est généralement celle de la politique, des politiques publiques, etc., et puis une puissance personnelle, qui est celle qu'on va aller chercher. Vous dites l'acte est une traduction politique d'un phénomène psychique. Et ça ne veut pas dire pour autant, et entendons-nous bien, que la violence est justifiée, ou que dans certains cas de figure, mais ça n'est pas le trend habituel, qui est une sublimation de la violence. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, la violence, nous la ressentons tous. C'est une pulsion de base, elle fait partie de l'humain. La question, c'est de savoir, est-ce que uniquement la violence est la vraie traduction du politique, ou est-ce que le politique, c'est la traduction de la sublimation de la violence ? Moi, la thèse qui est proposée dans ce livre, et puis par tant d'autres, c'est de dire le politique, c'est la sublimation de la violence, c'est les processus de conflictualité qui sont organisés, qui sont symbolisés, et c'est ça le politique, et c'est ça qui fait le progrès, ce qu'on appelle le progrès, bien évidemment, de façon un peu rapide. Progrès ou pas, parce que... progrès ou pas, de fait. Dans votre chapitre sur le fascisme, notamment, on voit la manipulation des masses, et puis des mots qui ressortent comme la énamoration. Il est assez intéressant ce mot-là. C'est le terme de Lacan qui est assez génial d'ailleurs, de montrer comment à un moment donné tout est vicié
Et pourquoi ? Parce que vous avez des sortes de focalisation inversée, si vous voulez. Vous pouvez fétichiser quelqu'un, vous voyez très très bien, c'est-à-dire vous fétichisez un objet, vous avez une espèce de pulsion d'amour délirante, et en fait vous avez des fétichisations inversées qui sont des mauvais objets, c'est-à-dire je vais commencer à vous détester comme si je vous aimais, si vous voulez. Mais la énamoration, souvenez-vous, il y a quelques années, vous et moi, nous parlions de la fascination. Tout à fait, tout à fait. Ça y ressemble. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une fascination du mauvais objet. Fascination et obsession pour le mauvais objet. Autre aspect du ressentiment, il peut être inconscient, c'est ce qu'on appelle le burn-out dans les entreprises, par exemple. Ah oui. Alors le burn-out, c'est encore autre chose, parce que dans le burn-out, très souvent, ça vient chez les individus qui sont souvent le plus inclus, c'est-à-dire souvent les plus investis dans le travail et qui produisent ce qu'on appelle de la suradaptation, et cette suradaptation les met en danger parce qu'ils commencent à accepter mais ils ne sont pas fautifs quand même. Non, pas du tout. Ils sont très engagés, mais ils ne sont pas fautifs. Ils ne vont pas culpabiliser en plus du burn-out. Non, du tout. Mais, de grâce. Mais je veux dire par là qu'hélas, ce sont souvent ceux qui sont dans le plus grand engagement qui sont touchés par le burn-out, parce que généralement, quand vous avez un phénomène de désengagement, vous êtes davantage protégé. Alors, il y a les mots MAUX et puis il y a les remèdes. D'ailleurs, le sous-titre de votre essai, c'est guérir du ressentiment. Vous évacuez assez vite le divertissement. Vous dites pas que c'est un pansement sur une jambe de bois, mais on a compris que c'était ça. Mais puisque c'est votre spécialité, Cynthia Fleury, la philosophie politique, comment guérir en avançant dans la démocratie, ou tout au moins en la préservant? Oui, c'est une grande question. C'est la question je pense, de la liberté des modernes, de réinventer la liberté des modernes, pas moins que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une grande conquête qui s'appelle la représentation politique. On voit bien d'ailleurs que c'est très très compliqué de la maintenir. Or, il faut la maintenir. C'est un des grands enjeux du XXIe siècle. En revanche, il faut la combiner avec ce qu'on pourrait appeler de la démocratie plus participative. Je ne veux pas dire directe, parce que même la démocratie participative est une forme de représentation, donc il faut aussi faire très attention à cela. Mais on voit qu'on va combiner et on va demain considérer qu'on ne peut pas simplement déléguer. On va rentrer dans des formes de démocratie plus continue. Est-ce que la Convention citoyenne, par exemple, la Convention citoyenne, c'est un exemple très très intéressant et qu'il ne faut absolument pas moquer et qu'il ne faut pas non plus accusé de mots qui ne sont pas les siens. Parce que quand j'entends dire que la Convention citoyenne confisquerait... pas du tout. La Convention citoyenne, elle avait un travail de proposition très très élaboré, c'est-à-dire d'être à l'agenda, si vous voulez, de faire... Et le deal, c'était celui-là, de dire ce qui sort de là va être proposé. En revanche, il n'a jamais été dit la décision. Quelle prenait la décision finale. Et d'ailleurs, elle-même... Elle appartient en politique. Exactement, et c'est bien normal. Alors, 2 solutions pour avancer dans la démocratie. La première, c'est reprendre les bases actuelles et donc réparer. Est-ce qu'on peut encore réparer une démocratie ? La deuxième, c'est construire du neuf. Là, évidemment, beaucoup pensent à la 6e République. Oui, moi, je fais partie d'ailleurs de ceux, alors on l'appellera 6e ou on l'appellera 5e, amélioré, parce que c'est tellement pas... Quoique, les seuils symboliques ne sont pas neutres dans cette histoire. Donc c'est vrai que de passer à une 6e peut, pour beaucoup, tout simplement être le signe de l'invention d'une nouvelle norme. Notamment cette norme de démocratie plus continue, plus participative, plus sophistiquée, plus mature. Mais avant de passer à cette 6e République ou une autre, est-ce qu'on peut éternellement réparer ? Est-ce que la démocratie, c'est comme le corps humain et elle se régénère éternellement, ou est-ce que c'est comme un objet mécanique qui un jour finit par lâcher ? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je fais le pari, si vous voulez, dans une optique très churchillienne, que ça reste un moindre mal et que ça reste fondamentalement aujourd'hui le régime politique qui est le plus capable de digérer, pour reprendre le terme du ressentiment, de digérer tout simplement les crises. À la différence, si vous